Lorsque l'armée rouge autorisa pour la première fois le déploiement de femmes dans des rôles de combat direct, elle ne le fit pas par désespoir. Elle le fit pour créer une arme silencieuse et précise, difficile à détecter et mortelle à distance. Les tireuses d'élite soviétiques n'étaient pas des auxiliaires ou des symboles de propagande. Elles constituaient une partie intégrante de la machine de guerre qui avançait sur l'Europe de l'Est et porta la guerre au cœur du Reich. Leur formation était rigoureuse, leurs objectifs, les officiers ennemis et les positions stratégiques. Leur efficacité déclencha des mesures de représailles de plus en plus violentes de la part de l'ennemi. Beaucoup d'entre elles tombèrent avant de voir la victoire et d'autres furent capturées. Comment cette élite tactique fut-elle formée au milieu du chaos ? Qu'est-ce qui les différenciait des autres soldats et quel fut leur sort brutal ? L'arme silencieuse de Staline, la naissance d'une élite mortelle. En mars 1942, alors que l'armée rouge saignait sur plusieurs fronts contre la machine de guerre allemande, une décision sans précédent transforma à jamais la nature du conflit sur le front de l'Est. Le Commissariat du peuple à la défense émit un ordre qui autorisait formellement le recrutement de femmes pour des fonctions de combat direct. Ce n'était pas une mesure désespérée, mais une stratégie calculée qui reconnaissait les avantages spécifiques que les combattantes pouvaient apporter dans des rôles de précision extrême. Le décret signé par le maréchal Kliment Vorochilov établit des critères spécifiques pour l'incorporation féminine dans l'arme de tireurs d'élite. Les candidates devaient avoir entre 20 et 45 ans, démontrer une aptitude physique supérieure, avoir une éducation de base complète et surmonter un processus de sélection rigoureux de 4 jours. La prémisse tactique était claire. Créer des soldats spécialisés capables de désorganiser le commandement ennemi par l'élimination chirurgicale d'objectifs stratégiques. Cette politique ne résultait pas d'une improvisation. Durant les années 30, sous la supervision de Vorochilov lui-même, le haut commandement soviétique avait développé une doctrine spécifique pour l'emploi de tireurs d'élite comme arme de guerre psychologique. L'élimination d'officiers, de sous-officiers, d'observateurs d'artillerie et de spécialistes techniques pouvait paralyser des unités ennemies entières, créant un effet disproportionné par rapport au nombre de pertes causées. L'état-major général soviétique avait observé que les femmes présentaient des avantages naturels pour ce type de guerre. Une plus grande stabilité émotionnelle sous pression soutenue, une capacité de concentration supérieure pendant des périodes prolongées, une résistance physique aux longues heures d'immobilité et des capacités exceptionnelles pour la furtivité et le camouflage. Ces qualités furent documentées par des commandants de première ligne qui rapportèrent des taux de réussite supérieurs dans les unités féminines de tireurs d'élite par rapport à leurs équivalents masculins dans des secteurs spécifiques. Pour professionnaliser ces combattantes, l'école centrale de tireuses d'élite fut établie en mai 1942 à Vechniaky, une banlieue à l'est de Moscou. Ce centre de formation devint rapidement l'épicentre de la formation tactique la plus avancée au monde pour les tireuses d'élite militaires. Le programme académique avait une durée variable de 3 à 6 mois, ajustée selon la performance individuelle de chaque cadet. Le curriculum était exhaustif et implacable. Les futures tireuses d'élite recevaient une instruction intensive en balistique externe et interne, calcul de distance et compensation du vent, techniques de camouflage en zones urbaines et rurales, méthodes d'infiltration et d'évasion, et supervision tactique du terrain. Chaque jour commençait avant l'aube avec une marche forcée de 20 km, suivie de pratiques de tir contrôlées à 400 et 800 mètres, de leçons de topographie et d'orientation à la boussole, de construction d'abris et de survie autonome. La directrice pédagogique, Natalia Kovtchova, était une vétérane qui avait combattu dans la guerre civile espagnole au sein des brigades internationales. Elle établit un régime de discipline de fer et d'excellence technique qui éliminait toute faiblesse physique ou mentale. Les cadets qui n'atteignaient pas les normes établies étaient immédiatement réaffectés comme opératrices radio ou infirmières de campagne. Le terrain d'entraînement principal était situé à Kuskovo, où des scénarios de combat réels étaient recréés. Des tranchées complètes, des zones de ruines artificielles et des forêts adaptées à la guérilla. Les cadets devaient survivre jusqu'à 1 semaine sans contact avec les instructeurs, pratiquant des tirs à longue distance et des opérations clandestines dans des conditions qui simulaient le stress du vrai front. L'armement standard pour les tireuses d'élite diplômées était le fusil Mosin Nagant M1191-30 équipé d'une lunette télescopique PU de 3,5 grossissement. Ce fusil, spécifiquement adapté pour les tireurs d'élite en 1932, avait une portée efficace allant jusqu'à 800 mètres et était devenu l'arme de précision la plus fiable de l'arsenal soviétique. La lunette optique PU était montée en permanence sur la boîte de culasse, garantissant stabilité et précision constante.
En plus du fusil principal, chaque tireuse d'élite recevait un pistolet Tokarev TT-33 comme arme secondaire, un uniforme de camouflage à motifs tachetés ou des vêtements civils adaptés selon le secteur opératif, un équipement de survie comprenant une toile imperméable, des rations sèches, un couteau de combat, une boussole et un carnet de campagne officiel. Elle recevait également un trépied pliant pour le fusil et des éléments de brouillage visuel pour rompre leur silhouette. Chaque tireuse d'élite portait un carnet d'enregistrement des pertes qui devait être signé par le supérieur immédiat après chaque élimination confirmée. Les décès enregistrés par les tireuses d'élite étaient vérifiés par des observateurs indépendants et ensuite rapportés à l'état-major général du front correspondant. Ce système de documentation garantissait la précision des statistiques et éliminait la possibilité d'inflation propagandiste des chiffres. Une fois diplômées, les tireuses d'élite étaient distribuées stratégiquement selon des critères tactiques spécifiques. Elles opéraient généralement en groupes de 2 ou 3 par division, déployés dans des zones boisées, des villages en ruine, des lignes avancées ou des secteurs de repli où elles pouvaient agir depuis des positions élevées ou des angles morts ennemis. Leur efficacité se mesurait non seulement aux pertes causées, mais à l'impact psychologique sur les troupes ennemies, qui étaient forcés d'augmenter exponentiellement leurs mesures de précaution. Les fronts où leur emploi fut le plus systématique et documenté incluaient le front de Kalinin, où elles se distinguèrent en éliminant des observateurs allemands, le front biélorusse et premier front baltique, où elles opérèrent dans des offensives contre les lignes d'approvisionnement, et les fronts ukrainiens, où elles fonctionnèrent comme soutien spécialisé pour les divisions d'infanterie légère. Parmi les unités les plus réussies figurait le 100e bataillon de tireuses d'élite créé en juin 1943 comme unité autonome. Cette formation accumula plus de 12 000 morts confirmés selon les rapports internes de l'armée rouge, devenant un symbole de la puissance cachée des troupes soviétiques. L'unité opérait avec une autonomie tactique presque complète, sélectionnant ses propres objectifs et méthodes d'approche. L'intégration des tireuses d'élite dans l'armée rouge représenta une révolution silencieuse dans la doctrine militaire soviétique. Ce n'était pas une concession à la propagande, ni une expérience sociale, mais une décision tactique basée sur des résultats concrets. Les tireuses d'élite devinrent l'arme silencieuse de Staline, une force mortelle qui opérait dans l'ombre du conflit le plus brutal de l'histoire humaine. Rosa Chanina, l'horreur invisible de Prusse orientale. Dans les archives militaires de l'armée rouge, peu de noms apparaissent avec la fréquence et la cohérence de Rosa Georgievna Chanina. Sa trace n'était pas cachée dans l'ombre du combat, mais méticuleusement enregistrée dans des rapports officiels, des journaux de front et des journaux personnels qui survécurent au conflit. L'histoire de cette tireuse d'élite illustre comment une jeune institutrice de maternelle se transforma en l'une des chasseuses les plus mortelles du théâtre oriental. Née le 3 avril 1924 dans le village d'Edma, dans l'oblast de Vologda, Chanina grandit dans une famille de bûcherons dans les profondeurs de la Russie rurale. Après avoir terminé sa formation pédagogique, elle travaillait à enseigner aux enfants à Arkhangelsk lorsque la guerre éclata, comme un ouragan qui changerait son destin à jamais. En décembre 1941, la nouvelle de la mort de son frère Mikhaïl lors du siège de Leningrad la poussa à prendre une décision qui définirait le reste de sa brève vie. Elle se présenta volontairement au bureau de recrutement local, mais fut rejetée à plusieurs reprises en raison de son âge. Les règlements militaires n'autorisaient pas le recrutement de femmes de moins de 20 ans pour des fonctions de combat direct. Cependant, Chanina n'abandonna pas son objectif. Durant 1942, elle s'inscrivit au programme militaire Vsevolochy, la formation de base obligatoire qui fournissait des compétences militaires fondamentales aux civils soviétiques. Sa persévérance porta finalement ses fruits en 1943, lorsqu'elle fut acceptée à l'école centrale de tireuses d'élite à Moscou. La formation qui suivit fut brutale et transformatrice. Pendant 4 mois, Chanina apprit à devenir un instrument de guerre de précision. Elle maîtrisa la balistique du fusil standard, développa des techniques de camouflage qui la rendaient invisible dans tout terrain et perfectionna des compétences d'infiltration qui lui permettaient d'approcher des objectifs ennemis sans être détectée. Elle obtint son diplôme avec les honneurs en avril 1944, se distinguant particulièrement dans les pratiques de tir à longue distance. Ses instructeurs l'invitèrent à rester comme formatrice pour les nouvelles tireuses d'élite, mais Chanina demanda un transfert immédiat vers un front actif. Son dossier militaire confirme qu'elle fut incorporée au front le 2 avril 1944, affectée à la 184e division de fusiliers du 3e front biélorusse avec le grade de sergent. Son premier déploiement opérationnel eut lieu
pendant l'offensive de Vitebsk-Orcha en juin 1944. Dans ce secteur, où l'armée rouge avançait contre les défenses allemandes en retraite, Chanina effectua ses premières éliminations documentées. Sa première victime fut abattue le 5 avril à la périphérie de Vitebsk, marquant le début d'une carrière militaire qui durerait à peine 9 mois, mais qui ferait d'elle une légende du tir d'élite soviétique. Durant les 3 mois suivants, elle participa à plus de 12 opérations documentées par l'état-major général de sa division. Les rapports officiels signés par son commandant, le major Dekhtiarev, confirmèrent qu'en juillet, elle avait atteint 13 pertes enregistrées. Son efficacité au combat lui valut l'Ordre de la Gloire de 3e classe le 18 avril 1944, une décoration qui était rarement attribuée à des soldats aussi jeunes. La bataille pour Vilnius, en juillet 1944, marqua un tournant dans sa carrière. Lors des combats urbains dans la capitale lituanienne, 12 éliminations supplémentaires lui furent attribuées, portant son total à 25. Ce fut à cette étape qu'elle commença à apparaître dans les bulletins du journal militaire Krasnaya Zvezda, étant reconnue comme un symbole de l'efficacité des tireuses d'élite soviétiques dans les opérations urbaines. Mais ce qui distinguait vraiment Chanina fut le développement d'une technique mortelle qu'elle appelait doublet. Cette innovation tactique consistait à tirer 2 fois pendant le même cycle respiratoire, profitant de l'oscillation naturelle minimale du corps pour placer 2 projectiles sur des objectifs uniques ou multiples en séquence rapide. La technique était extraordinairement difficile à exécuter avec l'armement standard, qui nécessitait un rechargement manuel après chaque tir. En pratique, Chanina utilisait le doublet pour éliminer 2 soldats alignés ou pour atteindre rapidement un second objectif avant qu'ils ne puissent se cacher après le premier tir. Ces registres de terrain documentent qu'elle réussit à appliquer cette technique avec succès au moins une douzaine de fois. Lors d'une opération près de Kaunas, elle élimina un commandant allemand et son observateur en moins de 5 secondes, un exploit vérifié par l'observateur d'artillerie soviétique présent lors de la mission. Avec l'avancée soviétique vers le cœur du Reich, Chanina fut déployée en Prusse orientale en septembre 1944. Cette zone représentait le théâtre d'opération le plus dangereux pour tout tireur d'élite. Les troupes allemandes défendaient leur propre territoire avec un désespoir fanatique, et le terrain était hostile, caractérisé par des forêts denses, des ruines bombardées et des positions fortifiées qui avaient été construites pendant des années. Ce fut en Prusse orientale que Chanina atteignit le sommet de son activité mortelle et où elle trouverait sa mort. Les opérations dans cette région exigeaient des niveaux maximums de précision et de sang-froid. Les Allemands avaient appris à craindre les tireurs d'élite soviétiques et avaient développé des contre-mesures spécifiques. Équipes de chasse spécialisées, utilisation d'artillerie contre les positions suspectes et leurs propres tireurs entraînés spécifiquement pour éliminer les tireurs d'élite ennemis. À la fin de novembre 1944, selon les registres du 184e régiment, Chanina avait accumulé 42 morts vérifiés. En décembre, son chiffre s'éleva à 51 et en janvier, elle atteignit les 59 éliminations qui resteraient comme sa marque finale. Chacune de ces pertes fut enregistrée par l'observateur de son escouade et validée dans les rapports de combat quotidiens qui étaient envoyés à l'état-major général du front. Durant son temps au front, Chanina tint un journal de campagne qui est partiellement conservé dans les archives de l'université d'État d'Arkhangelsk. Le document est un mélange fascinant de registres logistiques, d'annotations sur les positions tactiques, les conditions météorologiques, les noms de missions et de réflexions sur ses décisions militaires. Le journal contient également des notes techniques sur la balistique, des méthodes pour ajuster la lunette selon différentes conditions de visibilité et des formules simplifiées pour calculer les distances selon la taille estimée des objectifs. Une caractéristique notable de Chanina était son insistance à enregistrer uniquement les décès qu'elle avait vus directement et qui étaient vérifiés par des officiers. Dans une entrée de journal, elle écrivit qu'elle ne compterait jamais un décès qu'elle n'avait pas vu ou qui n'était pas appuyé par des témoins, car les chiffres n'étaient pas des médailles mais des vies humaines. Cette méticulosité la différenciait des autres tireurs d'élite qui incluaient des estimations ou des suppositions dans leurs comptes. La fin arriva le 27 janvier 1945 à la périphérie d'Ilmsdorf lors d'une opération d'avancée à travers un territoire marécageux. Son unité fut attaquée par des tirs de mortier allemands en traversant une zone exposée. Le commandant d'artillerie de son escouade tomba blessé par des éclats d'obus, et Chanina, qui n'avait aucune obligation militaire de le couvrir, rampa jusqu'à sa position sous un feu ennemi continu. Selon le rapport du capitaine Vassili Merkoulov, qui signa le rapport ultérieur, Chanina couvrit l'officier blessé de son propre corps pendant que d'autres soldats essayaient d'organiser une évacuation pour lui. Durant cette action, elle fut touchée par des fragments de mortier dans la zone lombaire et le torse.
Les blessures causèrent une hémorragie interne massive et elle mourut quelques heures plus tard sans avoir reçu de soins médicaux adéquats en raison de l'intensité du combat. Elle fut enterrée par ses compagnons près du lieu de combat dans une tombe improvisée identifiée seulement par sa baïonnette plantée dans le sol et sa plaque d'identification militaire. Sa mort fut officiellement enregistrée le 28 janvier 1945, exactement 3 mois avant la fin de la guerre en Europe. Aliya Moldagula, le cauchemar de Weimar. L'histoire d'Aliya Nourmoukhamedovna Moldagulova représente l'un des cas les plus extraordinaires de transformation personnelle documentés pendant la Seconde Guerre mondiale. De son origine en tant qu'orpheline dans les steppes du Kazakhstan, à sa mort au combat rapproché à 18 ans, sa trajectoire illustre comment le conflit a forgé des soldats mortels dans des circonstances apparemment impossibles. Née le 25 octobre 1925 dans le district de Boulak, région d'Akhtioubé, Aliya perdit sa mère durant l'enfance et son père fut détenu pendant les purges staliniennes. Ces tragédies la convertirent en orpheline de l'État. Transférée à Leningrad sous la garde de son oncle, le militaire Sabir Moldagulov, elle fut officiellement enregistrée comme résidente de l'internat numéro 46 de Leningrad, où sa vie se déroula avec la routine ordonnée mais impersonnelle caractéristique des institutions soviétiques. Le déclenchement de la guerre changea brutalement son destin. Quand le siège de Leningrad commença en 1941, Aliya fut évacuée avec des milliers d'autres orphelins vers l'oblast de Yaroslavl, loin du siège allemand qui étranglait l'ancienne capitale impériale. Cette évacuation massive, documentée dans les archives du ministère soviétique de l'Éducation, sauva sa vie, mais l'éloigna pour toujours de tout ce qu'elle avait connu. En 1942, avec à peine 16 ans et malgré le fait d'être en dessous de l'âge minimum requis pour le combat, elle se présenta volontairement à un bureau de recrutement à Yaroslavl. Ce qui convainquit les officiers de l'accepter ne fut ni la compassion ni la propagande, mais ses qualifications académiques exceptionnelles, son excellente condition physique et une adresse au tir naturelle qui se manifesta immédiatement durant les tests de tir préliminaires. Elle fut admise comme cadette à l'académie spécialisée à la mi-1943. Sa formation dura 5 mois intensifs qui la transformèrent complètement. Durant les tests balistiques au champ de pratique de Kazan, Aliya démontra une déviation de dispersion inférieure à 1,5% à 600 mètres. Une performance exceptionnelle même pour des tireurs vétérans. Cette précision exceptionnelle lui valut le privilège de recevoir un fusil personnalisé avec une lunette télescopique calibrée spécifiquement selon ses statistiques de tir individuel. Après avoir obtenu son diplôme, elle fut assignée à la 54e brigade de fusiliers indépendante de la 22e armée du front du Nord-Ouest, sous le commandement du général A.I. Novikov. Cette unité opérait dans certains des secteurs les plus disputés du front, où la guerre était devenue une série interminable d'attaques et de contre-attaques à travers des forêts marécageuses et des villages fortifiés. Sa première mission active eut lieu en septembre 1943 dans la région de Velikie Louki, à la frontière entre la Russie et l'Estonie. Durant son premier mois d'opération, elle abattit 11 soldats ennemis, chaque élimination vérifiée dans les rapports du bataillon de reconnaissance qui était envoyé quotidiennement à l'état-major général du front. Ses premières pertes établirent immédiatement sa réputation de tireuse d'élite. En octobre, elle participa à l'offensive de libération de plusieurs villages stratégiques entre Nevel et Polotsk, un secteur où le terrain forestier et marécageux favorisait les opérations de tireurs d'élite. Moldagulova et son escouade opéraient comme une unité mobile de tireurs spécialisés, éliminant les points de surveillance ennemis et fournissant une couverture létale pour l'avance des unités de fusiliers régulières. Son efficacité fut telle que le registre du 54e bataillon daté de novembre 1943 documente qu'elle se vit attribuer un assistant observateur personnel et reçut une autorisation exceptionnelle pour opérer comme unité autonome. Cette autonomie tactique était rarement accordée à des soldats aussi jeunes, mais les résultats justifièrent la confiance placée en elle. Durant le brutal hiver de 1943 à 1944, ses activités se concentrèrent sur les positions défensives dans les forêts gelées, près du lac Nevel. Dans ces conditions arctiques, où les températures descendaient à moins 40 degrés, elle élimina plusieurs observateurs d'artillerie allemands et 2 tireurs d'élite ennemis dans des duels de précision qui pouvaient durer des jours entiers. Les archives conservées démontrent qu'en décembre 1943, son compte de morts documenté s'élevait à 56 ennemis éliminés. Les annotations n'incluaient pas d'estimation ou d'hypothèse. Chaque perte avait été personnellement signée par le commandant de section, le lieutenant Ivan Golikov, dont la signature apparaît dans tous les documents préservés.
Cette méticulosité dans la documentation garantissait l'exactitude absolue des statistiques. L'opération qui marquerait la fin de sa vie commença le 11 janvier 1944 durant une offensive du 54e bataillon de fusiliers pour briser la ligne défensive allemande près du village de Kazatchika dans la région de Novosokolniki. L'objectif était de traverser les positions ennemies et d'établir une tête de pont pour l'avance soviétique principale. Le rapport d'opération de ce jour décrit comment l'unité de Moldagulova fut interceptée par des tirs de mitrailleuses lourdes MG-34 depuis une tranchée fortifiée qui dominait tout le secteur d'avance. La position ennemie était parfaitement camouflée et demeurait invisible aux observateurs soviétiques, mais le feu qui en provenait causait de graves pertes parmi les troupes d'assaut. Moldagulova reçut l'ordre de neutraliser la position depuis un angle latéral. Selon les rapports ultérieurs signés par le capitaine Anatoly Souvorov, elle se déplaça en rampant sur plus de 200 mètres sous le feu ennemi continu, traversant un terrain complètement exposé où tout mouvement pouvait s'avérer fatal. Son approche prit plus de 3 heures, avançant centimètre par centimètre, alors que le feu allemand s'intensifiait. Une fois en position, elle élimina systématiquement 3 soldats allemands postés aux extrémités de la tranchée, avant de tirer sur l'opérateur principal de la mitrailleuse. Ces tirs furent exécutés avec la précision caractéristique qu'elle avait développée durant des mois d'entraînement et de combat. Cependant, une grenade allemande impacta près de sa position, lui causant des blessures par éclat d'obus à l'épaule gauche et à la cuisse droite. Malgré ces blessures et la perte de sang, Moldagulova continua d'avancer vers la tranchée ennemie. Elle changea son fusil pour un fusil automatique MP40 pris à l'un des Allemands abattus, s'adaptant instantanément à l'armement ennemi pour continuer le combat. Dans l'affrontement au corps à corps qui suivit, selon le témoignage du lieutenant Golikov inclus dans le rapport officiel du régiment, elle élimina 3 autres soldats allemands et aida à nettoyer complètement la tranchée. L'action permit au reste du peloton soviétique d'avancer et de prendre la position, mais Moldagulova reçut un tir direct dans l'abdomen durant les derniers moments du combat. Elle fut immédiatement évacuée vers un poste médical de campagne où des chirurgiens militaires luttèrent pendant des heures pour sauver sa vie. Cependant, les blessures internes étaient trop graves et elle mourut le 14 janvier 1944, 4 jours après avoir eu 18 ans. Son dossier de service, officiellement clos ce même jour, enregistra 78 ennemis abattus par arme à feu en moins de 5 mois d'opérations actives. Ce chiffre fit d'elle l'une des tireuses d'élite féminines les plus létales de l'armée rouge, particulièrement en considérant sa jeunesse et la courte période de sa carrière militaire. Tatiana Baramzina, l'exécution la plus brutale de la guerre. Parmi tous les cas documentés d'atrocités commises contre les tireuses d'élite soviétiques capturées, aucun n'égale en brutalité systématique et sadisme délibéré le sort de Tatiana Nikolaïevna Baramzina. Son histoire représente non seulement le témoignage d'une combattante exceptionnelle, mais aussi la preuve la plus brute de comment la guerre sur le front de l'Est transcenda toutes les conventions concernant le traitement des prisonniers de guerre. Née le 19 décembre 1919 à Glazov, République socialiste soviétique autonome Oudmourt, Tatiana grandit dans une famille qui valorisait l'éducation et le service public. Elle obtint son diplôme de l'Institut pédagogique Molotov comme enseignante spécialisée en géographie, une profession qui lui fournit des connaissances sur la topographie et l'orientation qui s'avéreraient cruciales durant sa carrière militaire ultérieure. Quand l'opération Barbarossa transforma l'Union soviétique en un gigantesque champ de bataille, Tatiana prit la décision de contribuer à l'effort de guerre de multiples façons. D'abord, elle s'inscrivit à un cours d'infirmerie nocturne de 6 mois organisé par le ministère soviétique de la Santé, obtenant une certification comme assistante médicale de campagne. Simultanément, elle s'enregistra dans un cours de tireur d'élite organisé par la société d'Ossaf, où ses connaissances géographiques et sa coordination naturelle la distinguèrent immédiatement. Durant les pratiques de tir à longue distance, Tatiana démontra une aptitude exceptionnelle qui la plaça parmi les meilleures candidates de sa promotion. Sa capacité à calculer les distances, compenser le vent et maintenir la précision sous pression fit d'elle une candidate idéale pour l'entraînement avancé, où elle fut acceptée en juin 1943. L'entraînement qui suivit fut exhaustif et transformateur. Pendant 5 mois, Tatiana maîtrisa l'utilisation de l'armement standard, développa des techniques avancées de camouflage et d'infiltration et perfectionna les compétences de survie dans des conditions adverses. Son registre de tir enregistré au champ de pratique démontre une précision de 92% contre des cibles mobiles entre 400 et 600 mètres.
Elle termina son entraînement à la fin de 1943 et fut déployée dans le 252e régiment de fusiliers de la 70e division intégrée au 3e front biélorusse, sous les ordres du général de division Ivan Galitsky. Durant ses 3 premiers mois au front, elle accumula 16 pertes vérifiées comme enregistrées dans le rapport quotidien signé par le commandant de son unité. À la mi-1944, l'armée rouge lança l'opération Bagration, une offensive massive conçue pour libérer la Biélorussie du contrôle allemand et détruire le groupe d'armées centre de la Wehrmacht. Tatiana fut assignée à une opération d'assaut derrière les lignes ennemies près du village de Petchenga, avec l'objectif de sécuriser un passage stratégique avant l'arrivée du corps d'armée soviétique principal. Son bataillon, le 3e du 252e régiment, fut transporté durant la nuit à travers un passage fluvial utilisant des embarcations légères. Ils reçurent des instructions pour maintenir la position pendant au moins 24 heures, fournissant suffisamment de temps aux forces principales pour établir des têtes de pont supplémentaires. Le 4 juillet 1944, Tatiana se déploya avec 47 soldats dans un secteur forestier près du village. Durant cette journée, elle utilisa son fusil avec une précision létale pour abattre plusieurs soldats allemands tout en fournissant une couverture tactique pour l'avance de son escouade. À la fin de la journée, l'unité avait subi de graves pertes et plusieurs blessés étaient concentrés dans un abri improvisé sous un hangar agricole abandonné. L'abri fut rapidement converti en poste médical provisoire où Tatiana put appliquer sa formation d'infirmière. Sa double capacité comme tireuse d'élite et assistante médicale fit d'elle un élément crucial pour la survie de l'unité. Elle décida de rester au poste pour assister les blessés et continuer à combattre en cas de contre-attaque ennemie. Durant le petit matin du 5 juillet, les troupes allemandes lancèrent une contre-attaque massive avec des tirs de mortier et des grenades à main. Selon le rapport du lieutenant Anatoly Borisov, Tatiana opéra une mitrailleuse légère DP-27 pour couvrir le flanc droit de l'abri, éliminant 3 ennemis qui tentèrent d'approcher par le secteur le plus vulnérable. Quand la mitrailleuse fut rendue inutilisable par le feu ennemi, elle eut immédiatement recours à son fusil pour tenir les assaillants à distance depuis une position fortifiée avec des sacs de sable. Avec seulement 14 cartouches restantes et aucune possibilité de recevoir des renforts, Tatiana résista pendant plus de 2 heures contre des forces supérieures. Selon le rapport officiel signé par le commandant de la 70e division, le colonel Vladimir Zamiatin, elle fut vue pour la dernière fois lançant 2 grenades à main contre une tranchée ennemie qui approchait du nord-est, éliminant plusieurs soldats allemands dans une explosion qui fut entendue à des kilomètres. Les archives militaires indiquent qu'entre 10h et 12h10, le poste fut finalement assailli et pris par des forces allemandes supérieures. La plupart des blessés et des défenseurs soviétiques furent exécutés immédiatement sur place, suivant la pratique allemande de ne pas prendre de prisonniers dans les secteurs où ils avaient subi d'importantes pertes causées par des tireurs d'élite. Tatiana fut capturée vivante et emmenée à une position allemande située à 400 mètres de l'abri original. Ce qui se produisit durant les heures suivantes est documenté avec une précision brutale dans le rapport numéro 447 de la 100e division de fusiliers daté du 6 juillet 1944 quand l'armée rouge reprit la position le jour suivant. Le groupe de reconnaissance qui arriva en premier trouva le corps de Tatiana aux abords du même abri où elle avait combattu. Le rapport médico-légal, signé par le commandant médical Pavel Tchernitch, décrit méticuleusement les blessures qu'elle présentait. Coupures profondes au visage et au cou faites à la baïonnette, blessures par arme blanche dans l'abdomen, contusions massives à la tête et aux côtes, et une fracture exposée au bras droit qui suggérait une torture systématique. Cependant, la cause du décès fut la destruction complète du crâne par un impact de projectile de canon de 45 mm délibérément tiré à bout portant. Le projectile utilisé fut identifié comme un BR-240, normalement monté sur des armes anti-chars légères, mais aussi présent dans des pièces d'artillerie capturées que les Allemands utilisaient contre les positions soviétiques. Le degré de destruction physique fut tel qu'il ne fut possible de l'identifier que par ses tresses caractéristiques et des fragments de l'uniforme qui portaient l'insigne distinctif de tireur d'élite. L'impact du canon anti-char fut officiellement décrit comme une exécution délibérée, une forme de meurtre qui n'avait aucun précédent ni justification militaire quelconque. Les corps des soldats soviétiques exécutés furent initialement enterrés dans une fosse commune près du lieu de combat. Le nom de Tatiana fut enregistré dans le document numéro 1638 comme l'une des pertes irrécupérables du 252e régiment de fusiliers, mais son cas fut marqué pour une enquête spéciale en raison des circonstances extraordinaires de sa mort.
Le 18 juillet 1944, le colonel Zamiatin envoya une demande urgente au Conseil de défense du front biélorusse demandant la décoration posthume de Tatiana Baramzina avec le titre de héros de l'Union soviétique. Le dossier incluait les rapports de combat quotidiens, les témoignages de survivants, des photographies médico-légales des restes et le rapport médical complet qui documentait chaque blessure infligée. La documentation générée par son cas devint une preuve cruciale pour les processus ultérieurs de crimes de guerre. Les photographies et les descriptions médico-légales furent utilisées par les enquêteurs soviétiques pour documenter le modèle systématique d'atrocités commises contre les prisonniers de guerre, particulièrement les combattantes féminines. Lyudmila Pavlichenko, la tireuse d'élite qui conquit l'Amérique. De toutes les tireuses d'élite soviétiques qui participèrent à la Seconde Guerre mondiale, aucune n'atteignit la projection internationale ni la reconnaissance diplomatique de Lyudmila Mikhailovna Pavlichenko. Avec 309 éliminations enregistrées dans son dossier militaire, elle devint la tireuse d'élite féminine la plus létale de l'Armée rouge et une figure clé de la propagande soviétique durant les années les plus critiques du conflit. Née le 12 juillet 1916 à Bilat-Tserkva, Ukraine, Lyudmila Pavlichenko déménagea avec sa famille à Kiev en 1930 lorsque l'industrialisation soviétique transforma les villes ukrainiennes en centres de production de masse. À 14 ans, elle commença son entraînement dans un club de tir affilié au Dozhaav, l'organisation paramilitaire soviétique qui préparait les civils aux compétences militaires de base. Cet entraînement précoce s'avéra fondamental pour son développement ultérieur. Pendant 7 ans, Lyudmila Pavlichenko participa à des compétitions régionales et obtint de multiples certifications en tant que tireuse experte en armes longues. Son dévouement au tir sportif fit d'elle l'une des meilleures tireuses civiles de la région de Kiev, maîtrisant des techniques de précision que la plupart des soldats mettaient des années à développer. En 1937, elle s'inscrivit à l'université de Kiev pour étudier l'histoire, une carrière qui lui fournit des connaissances sur la stratégie militaire, la géographie et l'analyse des conflits qui compléteraient parfaitement ses capacités de tireuse. Lorsque la guerre éclata en 1941, elle était déjà une étudiante avancée avec une solide formation académique et des compétences de tir exceptionnelles. Après le début de l'opération Barbarossa, Lyudmila se présenta volontairement à un bureau de recrutement de Kiev. Bien qu'on lui ait d'abord offert un poste d'infirmière, elle insista pour être affectée comme tireuse d'élite. Un test de tir à 400 mètres convainquit immédiatement les officiers. Ces tirs se groupaient dans un cercle de moins de 5 cm de diamètre. Une précision extraordinaire, même selon les standards militaires professionnels. Elle fut affectée directement à la 25e division d'infanterie de l'Armée rouge, l'une des premières unités à entrer au combat dans le secteur sud du front. Elle reçut son fusil de service et fut immédiatement envoyée en première ligne sans formation militaire supplémentaire. Sa préparation antérieure au club de tir avait été si exhaustive qu'elle n'avait pas besoin d'instructions de base. Son baptême du feu eut lieu sur le front d'Odessa entre août et octobre 1941. Durant 70 jours de combat défensif urbain, Lyudmila Pavlichenko opéra dans des conditions qui favorisaient le travail de tireur d'élite. Bâtiments en ruine, rues pleines de décombres et positions élevées permettant de dominer de larges secteurs du champ de bataille. Son bilan de victimes pendant la campagne d'Odessa fut méticuleusement documenté par ses supérieurs. Chaque objectif éliminé était vérifié par un observateur ou un membre de son escouade, suivant des protocoles stricts garantissant la précision des statistiques. Durant ces 70 jours, elle élimina 187 ennemis, dont 36 tireurs d'élite roumains et allemands qui avaient causé des pertes significatives parmi les troupes soviétiques. Sa technique durant cette étape se caractérisa par une patience extrême et une utilisation intelligente du terrain urbain. Elle pouvait rester immobile pendant des heures dans la même position, attendant que les objectifs s'exposent suffisamment pour garantir des tirs mortels. À plusieurs occasions, elle élimina 5 ennemis ou plus depuis la même position avant de changer d'emplacement. Lorsque les forces soviétiques furent contraintes d'évacuer Odessa en octobre 1941, la 25e division fut relocalisée à Sébastopol sur la péninsule de Crimée. Ici commença la deuxième phase de la carrière de Lyudmila, caractérisée par des combats encore plus intenses et des conditions opérationnelles plus complexes. La défense de Sébastopol s'étendit de novembre 1941 à juin 1942, devenant l'un des sièges les plus brutaux de toute la guerre. Lyudmila Pavlichenko opéra dans un environnement caractérisé par des combats de tranchées, des tunnels souterrains et des structures bombardées où chaque position devait être conquise mètre par mètre. Ces techniques évoluèrent pour s'adapter à ce nouvel environnement.
Elle développa des méthodes pour utiliser des positions élevées dans des bâtiments détruits, profitant des irrégularités du terrain rocheux pour se cacher pendant des jours entiers, et perfectionna l'art de tirer depuis des tunnels et des grottes naturelles qui offraient une protection contre l'artillerie ennemie. Durant cette étape, elle commença également à utiliser le fusil semi-automatique Tokarev SVT-40 avec viseur télescopique, surtout dans des situations où la vitesse de tir était plus importante que la précision absolue. Ce changement d'armement lui permit de s'adapter à différents types de combats. Le fusil standard pour des tirs de précision extrême à longue distance et le Tokarev pour des situations nécessitant de multiples tirs rapides. Dans les rapports du 3e bataillon du 25e régiment, il est documenté qu'entre décembre 1941 et février 1942, elle élimina 72 ennemis supplémentaires, dont au moins 6 tireurs d'élite allemands qui avaient causé d'importantes pertes dans son secteur. Ces duels de tireurs d'élite pouvaient s'étendre sur des jours, les deux tireurs s'étudiant mutuellement, calculant les schémas de mouvement et attendant le moment parfait pour le tir définitif. En mars 1942, elle fut promue lieutenant et autorisée à diriger un peloton de tireurs spécialisés. Cette promotion reconnaissait non seulement son efficacité individuelle, mais aussi sa capacité à former et diriger d'autres tireurs d'élite. Fin mai, ses victimes vérifiées s'élevaient à 309, un chiffre officiellement enregistré par l'état-major général du Front Sud. Sa carrière active se termina brusquement le 2 juin 1942, lorsqu'elle fut blessée par des éclats de mortier en se déplaçant vers une nouvelle position de tir. Elle fut évacuée vers l'hôpital de campagne de Sébastopol, puis transférée à l'arrière pour récupération médicale. Bien qu'elle se soit physiquement remise de ses blessures, le commandement général prit la décision de ne pas la renvoyer au combat direct. Cette décision n'était pas due à une incapacité physique, mais à la reconnaissance de sa valeur comme symbole propagandiste. Le haut commandement soviétique comprit que Lyudmila pouvait être plus utile à l'effort de guerre comme représentante internationale que comme combattante individuelle. Son histoire personnelle et son dossier militaire faisaient d'elle la candidate parfaite pour des missions diplomatiques dans les pays alliés. En août 1942, Lyudmila Pavlychenko fut affectée à une délégation soviétique qui voyagerait en Amérique du Nord avec des objectifs spécifiques. Établir des liens diplomatiques plus étroits avec les États-Unis et le Canada, générer un soutien public pour l'ouverture d'un second front en Europe, et démontrer la capacité et la détermination soviétique à résister à l'invasion allemande. La tournée internationale commença à Washington, où elle fut officiellement reçue à la Maison-Blanche par le président Franklin D. Roosevelt et la première dame Eleanor Roosevelt. Cette rencontre, exhaustivement documentée dans les archives photographiques officielles de la Maison-Blanche, marqua un précédent. C'était la première fois qu'une combattante soviétique était reçue avec les honneurs par un président américain. Durant son séjour aux États-Unis, Lyudmila Pavlychenko participa à des conférences de presse, des interviews radiophoniques et des réunions avec des syndicats et des organisations féminines. À chaque apparition publique, elle portait son uniforme militaire complet avec toutes ses insignes de tireur d'élite et décorations visibles, créant un impact visuel puissant qui contrastait avec les attentes américaines concernant les femmes soviétiques. Son message était cohérent et direct. Elle décrivait les conditions du front soviétique, expliquait l'urgence d'ouvrir un second front pour soulager la pression sur l'armée rouge et fournissait des données concrètes sur les pertes allemandes causées par les tireurs d'élite soviétiques. Elle ne fit jamais de déclaration émotionnelle, ni ne s'aventura dans la politique au-delà de l'objectif spécifique de demander l'aide militaire alliée. Au Canada, elle rencontra des officiers de l'armée à Ottawa et participa à des événements publics où elle fut symboliquement décorée par des organisations de vétérans. Au Royaume-Uni, elle visita des usines d'armement et fut reçue par des représentants de l'armée britannique, échangeant des informations techniques sur les tactiques de tir d'élite et l'équipement spécialisé. Comme cadeau durant sa tournée, elle reçut un fusil Winchester avec viseur télescopique de fabrication américaine, une pièce qui représentait la reconnaissance internationale de son expérience comme tireuse d'élite. Ce fusil est actuellement conservé au Musée central des forces armées à Moscou, où il fait partie d'une exposition permanente sur les tireurs d'élite soviétiques. À son retour en Union soviétique en novembre 1942, Lyudmila Pavlychenko fut reçue avec les honneurs par le commissariat de la Défense. Le présidium du Soviet suprême lui décerna le titre de héros de l'Union soviétique, ainsi que l'ordre de Lénine et l'étoile d'or. Son dossier militaire fut archivé avec le chiffre final de 309 victimes documentées sans ajustement propagandiste ni inflation de données.
Après sa guérison complète, elle fut affectée comme instructrice à l'école centrale des tireurs d'élite, où elle forma de nouvelles générations de tireurs jusqu'en 1953. Ses méthodes d'enseignement étaient basées sur l'expérience de combat réel, et ses rapports techniques sur le tir à longue distance devinrent des manuels standards pour les tireurs d'élite soviétiques. Nina Lobkovskaya, la commandante qui conquit Berlin. L'histoire de Nina Alexeyevna représente l'aboutissement logique du programme soviétique de tireuse d'élite féminine. Une jeune femme de 17 ans qui gravit les échelons pour commander plus de 100 tireuses d'élite féminines et participa à l'opération militaire la plus importante de la Seconde Guerre mondiale, la prise de Berlin. Sa trajectoire illustre comment le système soviétique de formation militaire pouvait convertir des adolescentes en leaders létales capables de diriger des opérations complexes dans le théâtre de guerre le plus intense de l'histoire. Née en 1925 en Sibérie occidentale, Nina grandit dans une famille qui avait directement subi les purges staliniennes. Son père fut arrêté lors des raids de 1937 et sa famille fut marquée par le stigmate d'être des parents d'un ennemi du peuple. Cette expérience précoce de la tragédie d'État forgea en elle une détermination de fer qui se manifesterait ultérieurement dans sa carrière militaire. En 1941, à peine âgée de 16 ans et alors que l'invasion allemande transformait l'Union soviétique en champ de bataille continental, Nina se présenta comme volontaire pour rejoindre l'armée. Cependant, son enrôlement officiel ne se matérialisa qu'en 1942 lorsqu'elle eut 17 ans et put être légalement admise à l'académie spécialisée de Podolsk près de Moscou. Sa formation se déroula durant l'hiver brutal de 1942 à 1943 dans des conditions qui éliminaient tout candidat ne possédant pas une résistance physique et mentale exceptionnelle. Les sources des archives militaires centrales russes confirment que Nina surmonta tous les tests de tir avec des scores remarquables, maîtrisant l'armement standard avec une précision qui la plaçait parmi les 5% supérieurs de sa promotion. Ce qui la distinguait des autres cadets n'était pas seulement sa capacité individuelle avec le fusil, mais sa capacité naturelle pour le leadership tactique. Durant les exercices de combat simulés, elle démontra des aptitudes pour coordonner des équipes, évaluer les terrains et prendre des décisions sous pression qui la marquèrent comme candidate idéale pour des postes de commandement. À sa graduation, elle fut désignée commandante d'un peloton composé exclusivement de femmes, 108 tireuses d'élite féminines d'élite. Cette unité faisait partie de la 3e armée de choc du front biélorusse, une formation spécialisée dans les opérations d'assaut urbain et la percée de lignes fortifiées. L'affectation de Nina comme commandante de peloton à 18 ans était extraordinaire, même selon les standards soviétiques, où la jeunesse des officiers était courante en raison des énormes pertes parmi le personnel de commandement. La doctrine soviétique pour les tireurs d'élite en guerre urbaine reconnaissait leurs valeurs stratégiques spécifiques. Ces soldats devaient opérer en positions avancées, s'établissant dans des ruines, des bâtiments partiellement effondrés ou des structures élevées, d'où ils pouvaient couvrir l'avance des troupes d'infanterie régulières. Les tireuses d'élite féminines, sous le commandement de Nina, furent entraînées spécifiquement pour neutraliser les observateurs ennemis, les artilleurs et les tireurs cachés dans des positions urbaines. Sa première opération importante eut lieu durant l'offensive Vistule-Oder entre janvier et février 1945. Le peloton de Nina eut un rôle crucial en sécurisant les traversées de rivières et en neutralisant les points d'observation allemands qui dominaient les routes d'avance soviétiques. Les rapports d'opération de la 3e armée de choc enregistrent l'élimination de 47 éléments ennemis dans les banlieues de Kustrin, attribuée directement aux tireuses d'élite féminines sous son commandement. La coordination de 108 tireuses d'élite féminines dans des opérations simultanées nécessitait des compétences organisationnelles exceptionnelles. Nina développa un système de communication par signaux qui permettait de diriger des tirs concentrés contre de multiples objectifs sans révéler les positions de ses subordonnés. Ces méthodes incluaient une rotation constante des positions, l'utilisation coordonnée de tirs de diversion et des techniques d'infiltration permettant d'établir des tireuses d'élite en territoire contrôlé par l'ennemi. Le moment culminant de sa carrière arriva avec l'offensive finale sur Berlin qui commença en avril 1945. Les conditions de combat dans la capitale du Troisième Reich représentaient le défi maximum pour tout tireur d'élite. Combat urbain intensif, défenses allemandes désespérées et nécessité d'avancer mètre par mètre à travers des rues dévastées et des bâtiments fortifiés. Nina et son peloton furent déployés dans le second anneau offensif soviétique avec la mission spécifique de nettoyer les secteurs déjà pris des tireurs d'élite allemands laissés en arrière qui continuaient à causer des pertes parmi les troupes avancées. Cette tâche nécessitait une patience extrême, une connaissance détaillée du combat urbain
et la capacité d'identifier les positions ennemies camouflées parmi les décombres et les structures détruites. Durant les combats dans le quartier de Kreuzberg, son unité élimina 14 tireurs ennemis en 3 jours d'opération continue. Nina coordonna ses actions depuis une position de commandement établie dans le bâtiment du ministère de l'économie terrienne sur la Wilhelmstrasse, d'où elle pouvait diriger des tirs coordonnés vers des objectifs dans le Tiergarten et les secteurs environnants. Sa technique personnelle comme tireuse d'élite avait été affinée durant des années de combat. Elle développa des méthodes spécifiques pour identifier les positions ennemies à travers des indices minimaux. Rideaux déplacés par le vent, reflets de viseurs télescopiques, motifs de fumée de cigarettes et changements subtils dans la disposition des décombres indiquant la présence de tireurs cachés. Cette capacité à lire le champ de bataille urbain fit d'elle une chasseuse exceptionnelle. Durant les combats finaux autour du Reichstag, entre le 28 avril et le 2 mai, Nina participa directement aux opérations de suppression des nids de tireurs d'élite allemands dans les structures entourant l'objectif symbolique final. Son peloton neutralisa de multiples positions menaçant les unités d'assaut soviétiques chargées de prendre le bâtiment parlementaire allemand. Bien qu'elle n'ait pas participé au placement du drapeau soviétique sur le Reichstag, fait réservé à l'infanterie d'assaut régulière, son unité fournit une couverture létale permettant aux soldats soviétiques d'approcher le bâtiment sans subir de pertes excessives du feu de tireurs d'élite ennemis. Les documents de la 3e armée confirment sa présence lors de cette opération historique. Le bilan d'élimination officiel de Nina Lobkovskaya s'élève à 89 ennemis abattus personnellement. Ce chiffre fut vérifié dans un mémorandum du ministère de la Défense de l'URSS, archivé en 1946. Les objectifs comprenaient principalement les observateurs d'artillerie, les opérateurs de mitrailleuses et les tireurs d'élite ennemis éliminés lors de duels de précision. Nina opérait préférentiellement avec le fusil standard, équipé d'une lunette télescopique pour des tirs de précision extrême. Mais durant les phases finales de la guerre, elle adopta également le fusil semi-automatique Tokarev SVT-40, adapté pour les tireurs d'élite. Ce double armement lui permettait de s'adapter à différents types de combats urbains. Le fusil principal pour les éliminations à longue distance et le Tokarev pour les situations qui nécessitaient une cadence de tir élevée. Sa technique caractéristique incluait l'utilisation intelligente de positions élevées et une rotation constante d'emplacement pour éviter d'être détecté par les tireurs d'élite ennemis. Dans des entretiens ultérieurs, elle déclara que la clé de la survie était de ne jamais rester plus de 2 tirs au même endroit. Une règle qu'elle avait développée après avoir observé comment des tireurs d'élite moins expérimentés étaient éliminés pour être restés trop longtemps dans des positions compromises. Après la chute de Berlin et la capitulation allemande le 9 mai 1945, Nina fut décorée de l'Ordre de l'Étoile Rouge, de l'Ordre de la guerre patriotique de première classe et de la médaille pour la libération de Berlin. Ces décorations reconnaissaient à la fois son efficacité individuelle et sa capacité exceptionnelle à diriger une unité de tireuses d'élite féminine lors d'opérations complexes. Contrairement à d'autres célèbres tireuses d'élite soviétiques, Nina ne devint pas une figure de propagande internationale, ni ne fut envoyée en tournée diplomatique. Sa carrière se poursuivit au sein de l'Armée rouge, où elle servit comme instructrice de tireurs d'élite jusqu'à sa retraite dans les années 60. Cette longévité dans le service militaire indique la reconnaissance officielle de ses capacités en tant que formatrice spécialisée.